Donc oui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle DBAI, et donc comme le nom l'indique, qui vise à débiaiser en partie, ou plutôt prendre compte, acter qu'il y aura des biais dans nos données. Alors je vais développer ça en guise d'introduction générale. Voilà, il y a énormément de succès, de hype autour de l'IA, qui fait qu'il y a une adoption de plus en plus grande et qu'on s'interroge de plus en plus sur le cadre pour sécuriser un petit peu l'usage de l'IA, les limites de ce qu'on a maintenant, et du coup sur les bonnes pratiques, etc. Et donc c'est intégré dans le programme Confiance dans .ai, dont je parlerai plus tard, qui est un des grands défis du gouvernement et donc sur lequel on travaille, et dans le cadre duquel DBAI est intégré. Donc là, on va faire un petit focus sur la grande question de la confiance qu'on peut avoir dans l'IA, sur la question plus particulière des données, en reprenant du coup cette formulation un peu connue, garbage in, garbage out, donc qui vient signifier que de mauvaises données fournissent de mauvais résultats. Ce qui va nous intéresser ici plus précisément, ça va être que de mauvaises données fournissent aussi de mauvaises interprétations de nos évaluations. Parce que les mauvaises données vont avoir un impact sur les datasets sur lesquels on fait nos évaluations. Pour développer ça, reprenons les indicateurs globaux de performance qui sont utilisés notamment dans la littérature académique, que ce soit voilà, les précisions, rappel, MAP, etc. Il y a des applications de ces métriques sur les datasets, et donc en tant que personne qui a fait personnellement une thèse, etc., on a tendance à utiliser des choses qu'on a vues dans la littérature académique, mais ces datasets-là sont bien équilibrés, respectent certaines propriétés. Dans les données réelles, on aura des biais dans nos données, et on n'aura effectivement pas les propriétés sur lesquelles reposent, qui sont sous-entendues par l'utilisation de ces métriques générales. Donc l'idée, c'est d'une part évidemment d'essayer de débiaiser nos données, mais surtout, on va partir du principe que supprimer totalement les biais quand il y a une combinatoire de contextes, de paramètres, etc., ne va pas vraiment être totalement, entièrement possible, et qu'il faut acter ça, et qu'il faut se demander comment gérer l'impact plutôt que uniquement chercher à réduire ce problème de biais. Donc là, c'est plutôt acter un déséquilibre des données pour savoir comment, du coup, prendre des décisions sur les données à acquérir, mais aussi les modèles qu'on va choisir en fonction du coup de paramètres un peu plus avancés que seulement des scores généraux. Une des bonnes choses dans les données réelles, alors quand je dis données réelles, je vais pas mal parler aussi de données dans l'industrie, notamment avec lesquelles on travaille, c'est que du coup on a un peu plus la main sur les acquisitions et qu'on peut accompagner du coup les données d'informations contextuelles, de métadonnées, de capteurs, d'annotations supplémentaires, etc. Donc l'idée c'est de prendre en compte du coup ces biais et d'utiliser les informations de contexte pour étudier les capacités de généralisation de nos modèles. Et donc faire ce travail-là, ça veut dire un petit peu enquêter sur nos données, sur nos biais, comprendre que le modèle qui va nous intéresser en fonction des zones de criticité, en fonction du besoin, en fonction de l'opérationnel domaine, design domaine, en fonction du coup de biais qu'on aura constaté, on va vouloir affiner du coup l'analyse qu'on aura, et ça c'est un outil qui aide à faciliter ce type d'analyse. Alors plus précisément, de manière générale, si on dézoome un petit peu, voilà, quand on fait un projet de machine learning, on va vouloir explorer les données et on va vouloir faire ce type d'analyse dont je parlais, des analyses contextuelles de résultats. Un des constats qui a été fait au moment où on a voulu faire cet outil, c'est que pour un projet, on allait observer des combinatoires de résultats en fonction de tout un tas de paramètres de métadonnées, etc. Et que du coup, pour vérifier qu'il n'y ait pas de biais inattendu, qu'il n'y ait pas de corrélation qu'on ne souhaitait pas, on allait générer 250 courbes pour enquêter, etc. Donc un des rôles de ça, c'était de faciliter l'exploration et d'avoir un outil interactif, donc c'est une application web d'interaction avec ces données et ces résultats. Les fonctionnalités, du coup, ça va servir de fait à identifier des biais ou des erreurs dans les données d'entrée. Je vais donner des exemples par la suite. Ça va servir à comparer du coup de manière contextuelle les données. Ça va servir du coup à affiner du coup les types d'analyse sur des sous-ensembles de ces données. C'est-à-dire qu'on va vouloir zoomer sur une combinatoire de contextes
pour voir si dans tel contexte, on n'est pas plus sensible ou alors on n'a pas tel biais, etc. Donc ça va servir un petit peu à enquêter en profondeur, à fouiller dans les données. Et donc le but, c'est de choisir un bon modèle, de regarder ces bonnes données, et puis de regarder ça au niveau de la granularité de la donnée elle-même. Et puis voilà, c'est un outil de visualisation statistique, donc on peut remonter effectivement du coup des indicateurs de ce type-là, et puis on peut du coup, avec l'évolution des datasets d'entrée, on sait que voilà, on va avoir des données qui vont arriver au fil de l'eau, qu'on va avoir un système, un setup d'acquisition qui va pouvoir évoluer, que de fait on va avoir peut-être une dérive dans la distribution de nos données, et on va vouloir voilà, monitorer un petit peu tout ça. À quel moment donc ça intervient? Alors c'est un schéma très global, mais voilà, on récupère des données, on peut observer les données qu'on a, on va faire apprendre un modèle, on a un résultat qu'on applique, et on peut du coup regarder nos résultats en fonction de ces données. Et donc voilà, après évidemment il y a des boucles, des BI intervient avant et après l'utilisation d'un modèle. Alors, je vais faire une petite démonstration. Alors, déjà, une première petite démonstration avec, donc ça c'est un cas d'usage qu'on a du coup sur le programme Confiance, dont je reparlerai plus tard. Donc ça c'est un cas d'usage de Valeo, de détection de piétons, du coup sur des caméras fisheye sur un véhicule autonome. Et donc voilà, c'est un dataset, c'est un sous-partie de leur dataset, qui est un dataset public, donc sur lequel on a aussi travaillé. Donc là, on peut partager évidemment ces résultats. Et donc voilà, le type de visualisation, le type de résultat de DBI, ça va ressembler à ça. C'est un outil web. Est-ce que j'arrive à mettre ma souris? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, on va avoir des widgets comme ça. Là, il y en a 4 qui vont avoir des affichages spécifiques. Alors là, typiquement, on va regarder voilà, des annotations. Donc on va voir la distribution des annotations sur les caméras. Et puis on va voir visuellement qu'il y a des données qui semblent suspectes pour le moins. Donc on va vouloir peut-être visualiser par ailleurs. Il faut voir que DBI, c'était mentionné un petit peu avant, mais je ne l'ai pas détaillé, c'est un outil qui est un peu agnostique de la typologie de données, au sens les problèmes dont je parlais vont se présenter, peu importe le problème de machine learning que vous avez, peu importe la typologie de données, que ce soit des images ou des time series, vous allez comparer des vérités terrain avec des prédictions, enfin si c'est supervisé. Et de ce fait, là, le but, c'est d'avoir un outil qui va juste s'intéresser du coup à cette partie-là. Pour ce qui est de la visualisation de données, on peut le connecter avec d'autres outils. Dans le cadre de Confiance, on va le connecter avec d'autres outils open source. Et donc, on va vouloir faire une sélection typiquement et puis exporter la sélection vers un autre outil pour enquêter sur les données. Mais voilà, là, on va regarder du coup que voilà, des points d'intérêt sur ces données. Voilà, la distribution des tailles d'obstacles, des caméras, des catégories d'obstacles. Et donc, on peut lever des warnings déjà en tant qu'indicateur de ce type-là. Je vais vous présenter, je vais vous faire une petite démonstration sur un autre cas d'usage qui est une prédiction de rythme cardiaque dans un véhicule. Alors, c'est une sous-partie d'un projet. Donc, on a un rythme cardiaque, on a des données contextuelles, il y en a plein, par exemple la vitesse du véhicule, le sexe de la personne, etc. Et puis, on a 3 modèles différents sur lesquels on a calculé une métrique d'erreur. Voilà, alors à partir de ça, je vais passer du coup... sur du coup la page d'accueil de DBI donc, que j'ai déployée localement. Donc là, je peux vous faire la démo en live. Alors effectivement, d'ici, c'est un peu tordu, donc je ne vois pas très bien, mais je vais essayer de me débrouiller. Donc là, on voit qu'on a un seul projet, un projet de démonstration. Quand je clique dessus, je vois que j'ai mes 3 modèles. Donc je les sélectionne, je prends intégralement ces 3 modèles et je vais un petit peu rentrer dedans pour faire mon analyse. Donc là, il y a aussi un système de cache qui permet un petit peu d'accélérer par la suite. Donc voilà, donc là on a une interface qui est un petit peu austère de prime abord, mais il y a différentes fonctionnalités. On va pouvoir créer des colonnes virtuelles, on va pouvoir taguer des exemples, on va pouvoir les exporter comme j'ai vers d'autres outils, s'interfacer, donc tout ça c'est configurable, etc. On va avoir des informations. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je clique sur le plus pour avoir un nouveau widget et je vais prendre un widget général de statistiques un petit peu général. Et puis je vais regarder du coup je vais configurer ici, je vais appuyer là-dessus et là on va retrouver un champ qu'on va retrouver partout qui sont du coup les
les données que j'ai mis du coup sur l'outil. Alors comment mettre ces données dans l'outil? Là je vous ai passé, mais c'est un outil web et donc il faut communiquer ces données. Il y a soit un module Python qui permet de faire ça, soit du coup, comme on l'a développé dans le cadre de confiance, un data provider qui va pouvoir lire des données dans une base de données. Et donc là, chacun va pouvoir avoir spécifier son API pour se connecter à sa base de données. Et puis un petit peu typer les entrées. Donc là, moi, ce que je vais regarder pour commencer, ça va être du coup l'erreur. Donc si je regarde l'erreur, là j'ai une moyenne de l'erreur sur du coup donc en moyenne, alors j'arrive même pas à lire d'ici, mais de mes 3 modèles, parce que là il y a toutes mes données qui sont agrégées. Donc il y a quelque chose qui va nous servir, ça s'appelle la couleur ici. Je vais mettre sur les modèles, et donc ça va du coup me permettre avec un redraw de regarder du coup par modèle du coup la moyenne de mes résultats. Donc là on voit, si je ne me trompe pas, que du coup on a ce modèle, le modèle 1, qui a l'air meilleur que le modèle 2, parce que son erreur est plus basse. Donc là c'est une espèce de résultat global, voilà, qui peut nous donner une indication sur quel est le meilleur modèle. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais regarder du coup avec Parallel Coordinate. Parallel Coordinate, vous allez voir ce que c'est. Je vais afficher tous les champs. Je vais mettre la couleur, ce sera plus joli, sur le rythme cardiaque. Je valide. Et donc là, ça me fait un affichage où on voit chaque donnée. Voilà, donc chaque ligne est une donnée. Et donc là, on voit le parcours des données. Donc, encore une fois, ça utilise Plotly, qui a du coup une librairie graphique que chacun peut utiliser chez soi. Mais là, c'est un outil qui facilite l'enquête sur les données, l'enquête sur la compréhension de ce qu'on a comme données, des biais, etc. Donc typiquement, je vais voir que ici, je vais avoir le rythme cardiaque, donc HR grande trousse, qui va être là. Si je le mets du coup ici, par exemple, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que ici, donc j'ai mis la couleur, comme je disais, sur le rythme cardiaque, c'est pour ça que ça correspond. Je vais voir que j'ai un rythme cardiaque dans mes vérités terrain qui est à 0. Et ça arrive avec des données réelles. Pourquoi? Parce que au moment de l'acquisition, il y a un problème et du coup, il y a un rythme cardiaque à 0. Et on n'a pas envie d'évaluer notre modèle sur des données à 0. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser les propriétés de sélection. Chaque widget a une propriété de sélection. Et je vais pouvoir sélectionner les données qui ne sont pas les données avec du coup ce rythme cardiaque à 0. Je pourrais faire l'inverse, sélectionner ici. Et là, vous pouvez voir ici qu'on a sélectionné du coup 4 données sur l'ensemble des données. Donc je vais les exclure de mon analyse. Et ça, c'est un petit peu générique, mais du coup, voilà, une fois que j'ai sélectionné ça, je peux faire quoi? Je peux l'exporter quelque part pour refaire un dataset, pour refaire un apprentissage sur un jeu de données que j'aurais corrigé après analyse, quelle que soit l'analyse. Ici, elle est assez simple, mais je peux du coup faire redraw aussi. Pourquoi? Parce que du coup, mon jeu de données a changé. Donc quand je fais ça, je vais faire tourner l'analyse, mais que sur ce jeu de données-là, donc après correction. Donc je vais pouvoir un petit peu enquêter comme ça, et puis regarder plus finement sur des sous-ensembles de données, que ce soit pour corriger ou pour enquêter. Je peux m'interroger, est-ce que j'ai des biais dans mes données? Je veux un rythme cardiaque, je vais regarder la distribution du coup du rythme cardiaque. Hop. Donc je vais mettre la distribution du rythme cardiaque, alors en ligne, parce que là c'est en barre. Je vais mettre du coup... mince, je vais mettre plutôt... je vais choisir mon nombre de bins, mais comme je ne vois pas très bien ce que je fais, et que mon clavier a un problème, je n'arrive pas à effacer. Hop. Voilà. Donc là, il y a la couleur, donc ça ne va pas parce que la couleur, elle est sur... Voilà, donc là, on voit la distribution du rythme cardiaque. Qu'est-ce qu'on voit? Étrangement, il y a beaucoup de données qui sont entre 70 et 100, ce qui n'est pas très surprenant. Est-ce que ça a un impact sur mon modèle? Donc on va regarder maintenant un autre widget, celui-ci, qui me permet de regarder du coup deux données. Donc on va regarder ici le rythme cardiaque. Donc je reprends le rythme cardiaque. D'abord je vais mettre la couleur sur le modèle, vous allez voir après pourquoi. Hop. Et puis ici je vais mettre l'erreur. Donc je vais afficher ça. Je vais mettre un petit peu plus grand parce que sinon c'est dur à voir. Et puis je vais réduire en haut, on verra mieux. Il faut mettre du coup la valeur absolue, ce sera mieux pour l'erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'erreur de chaque modèle en fonction du coup du rythme cardiaque. Donc là, c'est intéressant de faire le parallèle avec les deux.
qu'est-ce qu'on voit? Que le modèle 1, qui est le meilleur, on voit que l'erreur est la plus basse quand il est entre 70 et 100. Or, il y a beaucoup de données entre 70 et 100. Donc, ce qui fait que grâce à ça, il a le meilleur score. Alors que quand on voit les données autour de 100, 110, qui vont peut-être être les données qui nous intéressent, parce que si on veut estimer le rythme cardiaque, on ne veut pas l'estimer quand tout va bien, on veut l'estimer quand on est en dehors de la norme. Donc typiquement, on va voir que là, il est moins bon. Donc du coup, on va se dire peut-être que finalement, celui qui généralise le mieux, c'est peut-être le deuxième, parce que lui, il est bien plus bas, même dans les plages de valeurs qui nous intéressent. Donc quand on analyse contextuellement les résultats de nos modèles, en fonction de ça, on se rend compte qu'on comprend pourquoi celui-là a une meilleure note que celui-là à l'échelle de la statistique globale. Mais encore une fois, nos données étant biaisées, on va pouvoir enquêter plus précisément et se dire que peut-être que là, finalement, c'est le modèle 2 qu'on va choisir, alors qu'il était sensiblement moins bon. Je ne sais pas ce que je montre, je ne vois plus. Mais peu importe. On l'avait vu tout à l'heure. Donc voilà le type d'analyse qu'on peut faire. Je pense que voilà, on pourrait de la même manière du coup, parce que là du coup il y a une seule dimension, mais en vrai on va regarder par exemple est-ce que on a bien acquis des données en fonction. Alors là vous voyez tout un tas de contextes. Il y a l'âge, il y a les vêtements de la personne, il y a sa taille, etc. Qu'est-ce qui a un impact? Est-ce que toutes ces composantes ont un impact sur le résultat? Et ça va être intéressant de savoir. Peut-être que si c'est typiquement le genre, si on a un biais sur le genre, sur le résultat, ça ne va pas nous plaire. Si on a un biais sur le poids, sur la route qu'on conduit, etc. Tout ça, c'est des informations qu'il faut avoir, que ce soit pour faire de nouvelles acquisitions ou pour décider du modèle qui va être spécialisé pour tel type de contexte. Donc là, je vais regarder, par exemple, est-ce que j'ai un biais? Alors là, en fonction des données, ça n'a pas de sens. Alors là, on voit que j'ai beaucoup moins de données sur des femmes que sur des hommes, parmi ceux qui se sont exprimés. Donc est-ce que ça a un impact sur mon modèle? Je peux regarder. Je peux refaire comme tout à l'heure. Hop, je vais regarder, du coup, en fonction du genre. Et je mets du coup le rythme cardiaque. Hop. Et donc là, je vais regarder, je vais mettre côte à côte, tout ça c'est paramétrable du coup. Hop. Alors non, là du coup je vais plutôt prendre un diagramme en barre, ça aura plus de sens. Et puis de manière générale, quels que soient les modèles, je vais regarder, et là on se rend compte qu'il y a moins d'erreurs pour les femmes que pour les hommes. Donc c'est un petit peu étrange parce qu'il y a plus de données pour les hommes que pour les femmes, donc on pourrait croire qu'ils sont meilleurs. Alors, je ne sais pas si j'ai trop le temps, mais je vous spoil la suite. Si on regarde, on se rend compte que les données acquises, finalement, pour les femmes, il y a moins de diversité, c'était plus ramassé sur 70-80. Ce qui fait que, du coup, là où les modèles sont moins bons, c'est-à-dire à 100, il y a moins de femmes qui ont été dans ces plages de valeurs-là, ce qui fait que les femmes ont un meilleur score, malgré le fait qu'on ait moins de données sur elles. Voilà, donc ce type d'enquête-là, c'est vraiment des enquêtes sur des données réelles. Et donc, c'est un outil qui aide le data scientist à enquêter sur ces données, à remonter des informations sur les acquisitions à faire, à remonter aux décideurs le choix qu'ils vont devoir faire sur un type de modèle au détriment d'un autre en fonction de tout un tas de paramètres, et donc à éclairer la prise de décision et la spécialisation des modèles, etc. Voilà pour finir, et j'aurais dû plutôt repartir sur mes slides parce que juste pour finir très rapidement, voilà, donc DBAI, c'est développé par l'IRT Systemics, qui est un institut de recherche technologique. C'est une fondation de coopération scientifique à but non lucratif. Donc, c'est des projets de recherche avec différents industriels, des instituts de recherche cofinancés par l'ANR, etc. Donc là, il y a quelques chiffres clés et des tableaux de partenaires. Et puis tout ça, c'est intégré dans le programme Confiance, qui est un pilier technologique du secrétariat général pour l'investissement dans le cadre de France 2030. Donc ça va, c'est un projet à 45 millions d'euros avec beaucoup de gros acteurs qui ont des données réelles et qui veulent tester la confiance qu'ils peuvent avoir sur des données réelles dans le cadre notamment de systèmes critiques. Donc, dans ce cadre-là, on développe aussi cet outil DBAI qui est juste un outil au milieu d'autres, mais qui a un rôle important pour évaluer, comprendre un petit peu les données, la confiance qu'on va avoir dans nos modèles. Et puis, voilà, pour finir, juste, je m'arrête là-dessus et puis je vous demande si vous avez des questions.
On a le temps de prendre une question. Ok. Merci pour la présentation. En fait, dans tout ça, la mesure de l'erreur est très importante finalement. C'est finalement la clé de la solution. Après, tout le reste, les graphes, etc., c'est des outils en fait BI qu'on peut obtenir. Mais la question est donc, comment on est sûr qu'il n'y a pas de biais en fait dans les mesures des erreurs et comment vous mesurez en fait, donc notamment ces graphiques que vous avez montrés, HR error, où on voyait qu'il y a plus d'erreurs au-dessus de Oui. 100, etc. Comment ces données sont obtenues en Oui, oui, fait? oui. Alors, on est d'accord qu'il y a la métrique qu'on va utiliser. Il pourrait y en avoir plusieurs, hein. Là, on en a pris une simple avec un seuil au-delà duquel on va dire qu'il y a une erreur binaire si on est trop différent de la vérité terrain, par exemple. Euh, mais donc, il y a la définition de l'erreur. Et après, quelle que soit la définition de l'erreur, si c'est une définition de l'erreur qui se fait donnée par donnée, eh ben, on va pouvoir avoir une analyse donnée par donnée du comportement de cette erreur sur des combinatoires de contexte. Voilà, c'est là l'intérêt de l'outil. Effectivement, on peut mettre n'importe quelle métrique d'erreur. Pour l'instant, on va importer des métriques d'erreur directement dans l'outil. Parmi les suites évidentes de l'outil, il y a intégrer, je ne vous ai pas montré plein de fonctionnalités, typiquement rajouter des colonnes virtuelles. Donc on va vouloir rajouter des valeurs contextuelles, faire des petits calculs, je sais pas, enfin, des choses simples, mais on pourrait aussi rajouter des métriques d'erreur particulières, et puis il faut garder la possibilité d'avoir des métriques faites à la main en fonction d'un cas d'usage, etc. Mais au moins des métriques standards qu'on pourrait intégrer. Est-ce que j'ai répondu Merci. Mais du coup, le problème d'être sûr qu'il n'y a pas de biais en fait dans le choix de la métrique et le choix des données qu'on a Ah, mis en fait sur valider que c'est bon ou pas, ça reste en fait. ça reste un problème qui est un petit peu orthogonal à celui-là. C'est-à-dire que quelle que soit la métrique, on pourra faire cette analyse et aussi avoir ce critère d'analyse sur la métrique. Après, si on choisit une mauvaise métrique d'erreur, bon, c'est un problème qui se situe en amont là. Mais je suis d'accord que c'est un vrai problème aussi. Et de toute façon, il n'y aura jamais une seule métrique, il y aura tout un tas de critères, hein. Il y aura aussi, je sais pas, la robustesse, l'interprétabilité, etc. du modèle. Donc, ouais, c'est plutôt un ensemble de choses que juste une solution clé. Et donc, il n'y aura pas la bonne métrique, mais tout un tas de métriques qui auront des propriétés pour mesurer la couverture sur le domaine opérationnel, etc. Merci. Merci pour la présentation de cette interface qui permet d'enquêter sur les biais de nos modèles. On va avoir une pause jusqu'à 30 et puis après on accueillera Daniel qui va nous parler de confidential computing. Et puis donc ça sera pas DBI mais ça sera Blind AI ou something like this. Voilà. À tout de suite. Merci à vous.